Les pratiques du candidat numéro 3 pour influencer le vote du peuple sont de la corruption électorale. Transparency International Initiative Madagascar l'a affirmé ce jour, preuve à l'appui. Les parlementaires sont en train d'organiser une médiation entre les partis impliqués dans la crise actuelle. La présidente de l'Assemblée nationale l'a annoncé à l'issue de sa rencontre avec le collectif des candidats. Dans l'actualité internationale, c'est mètre par mètre, maison par maison ou presque que l'armée israélienne avance méthodiquement dans le nord de la bande de Gaza avec l'appui de chars, de blindés et de bulldozers. Le but reste le même, l'éradication des combattants du Hamas et la libération des otages détenus. Les pratiques du candidat numéro 3 pour influencer le vote du peuple sont de la corruption électorale. Transparency International Initiative Madagascar l'a affirmé ce jour, preuve à l'appui. Ces pratiques incluant l'utilisation d'argent et de matériel pour influencer le choix des électeurs, ainsi que des paiements destinés à encourager d'autres candidats à se retirer de la compétition ou à les inciter à faire campagne, comme dans le cas du candidat Roland Ratsirak. De plus, l'achat de responsables des élections afin de manipuler le nombre de voix constitue également une forme de corruption électorale. Lors des investigations que nous avons menées, nous avons découvert que le candidat numéro 3 distribue de l'argent. Il donne 30 milliards pour intégrer sa campagne électorale. La personne obtient aussi une carte d'adhésion à son parti, un t-shirt et une pancarte qu'elle va utiliser pendant la campagne. Mais le fait le plus inquiétant est que des personnes qui ont reçu de l'argent expliquent qu'on leur a fait signer un papier dont elles ignorent la teneur. Certaines personnes affirment que ce sont des bulletins de vote précochés qu'on leur fait signer. Ce sont des témoignages, mais nous sommes actuellement en train de vérifier. Malgré ce, nous ne nous sommes pas abstenus de rapporter ces faits aujourd'hui, car s'ils sont véridiques, il s'agit de corruption électorale flagrante dans le pays. Une situation qui interpelle sur l'existence d'un état de droit à Madagascar et qui vient s'ajouter à toutes les anomalies déjà constatées dans ce processus électoral. À Talonnard, Transparency International Initiative Madagascar a également signalé des cas où des citoyens avec leur carte électorale s'inscrivent sur une liste d'aides alimentaires et financières qu'ils recevront à l'issue des élections. D'après eux, d'autres formes de violation de la loi liées au processus électoral sont identifiées dans différentes fonctions. Le 14 octobre dernier, nous avons reçu un rapport sur la distribution de denrées alimentaires et de matériel dans les Fouktani. Des invitations ont été distribuées sous forme de tickets comme ceux-ci, sur lesquels figuraient des matricules, des noms et prénoms ainsi que des adresses de personnes et un QR code. Nous avons analysé ce QR code, mais il ne contenait aucune information exploitable, bien que cela ne puisse exclure d'autres utilisations possibles pour ce code. Les personnes qui ont reçu ces tickets affirment ne s'être inscrites nulle part, mais que toutes leurs informations personnelles, y compris leurs photos, ont été prises à partir des registres des Fouktani. Si cela est prouvé, cela constituerait une violation des données personnelles des citoyens. Quand on a investigué sur les lieux concernant la raison de ce ticket d'invitation, nous avons pu voir une sorte de camp où on préparait des repas. On y distribuait des repas, mais aussi d'autres choses comme des parapluies, des cuvettes. Si les informations sur ces tickets ont été relevées auprès des Fouktani, cela veut dire qu'il y a une complicité du chef Fouktani et des agents du Fouktani. Ce qui est interdit par la loi vu qu'il est interdit d'utiliser le matériel de l'État, les agents de l'État dont font partie les chefs Fouktani pour mener une campagne électorale. Ceci est donc une violation flagrante de la loi. La source de financement de ces pratiques du candidat numéro 3 demeure inconnue selon Transparency International Initiative Madagascar. Normalement, les candidats et leurs partis devraient déclarer leur source de financement ainsi que le montant exact pour leur campagne électorale. Mais cela n'a pas été fait, d'après les explications.
Les parlementaires sont en train d'organiser une médiation entre les partis impliqués dans la crise actuelle pour trouver une solution au blocage actuel. C'est ce qu'a annoncé la présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui à l'issue de sa réunion de 2 heures avec le collectif des candidats. Cette réunion a eu lieu suite à la demande du collectif des candidats. D'autant que l'Assemblée nationale est le symbole de la démocratie, ses portes sont ouvertes à tous, sans distinction. Les parlementaires sont en train de préparer une médiation. La présidente de l'Assemblée nationale a par ailleurs expliqué qu'elle ne craignait pas une éventuelle destitution. Madagascar est un état de droit et de démocratie. Nous n'avons rien à craindre lorsque nous respectons les lois. Le collectif des candidats n'a fait aucune déclaration à l'issue de cette réunion qui s'est tenue à huis clos. Les candidats absents lors de la rencontre avec la présidente de l'Assemblée nationale ont été représentés. Le candidat numéro 3 a dépensé près de 3 milliards d'ariars dans le cadre des premiers jours de sa campagne électorale, selon le rapport provisoire de Transparency International Initiative Madagascar sur les dépenses de la campagne électorale. Avec ce montant, le candidat numéro 3 est en tête par rapport aux 2 autres candidats qui font campagne. Pour cette évaluation provisoire, Transparency s'est basée sur les tarifs actuels. Selon ses estimations, l'utilisation d'un hélicoptère coûterait environ 800 €, soit près de 4 millions d'ariars par heure, ou 1200 €, soit près de 6 millions d'ariars avec le pilote. La location d'un hélicoptère pour une journée est donc estimée à environ 50 millions d'ariars. De plus, la distribution de t-shirts qui sont importés est estimée à 3 000 ariars par t-shirt, soit 6 millions d'ariars si les candidats en distribuent 2000. On estime que 15 millions d'ariars sont également dépensés par la sonorisation, l'équipement et le transport, ainsi que 200 000 ariars pour la location d'un véhicule. L'équipe du candidat numéro 3 dispose de 3 hélicoptères, d'un avion et d'au moins un véhicule qui transporte le candidat de l'aéroport au lieu où il doit se rendre. L'évaluation a été faite uniquement sur les lieux où le candidat s'est rendu et non pas sur les autres endroits où des manifestations électorales ont aussi lieu. Il s'agit de lieux où le candidat a fait campagne, mais on ne tient pas compte ici du cachet des artistes. À Akamasu, la manifestation a été évaluée à 93 millions d'ariars. Le candidat numéro 3 s'est par ailleurs rendu jusqu'ici dans 14 endroits différents des régions. L'évaluation des dépenses de ce candidat s'élève à environ 2,4 milliards d'ariars au minimum. À peu près, manodidina zay zany tombana loatra ny amin'ny vola lany ny candidat nafatelo mbola farafahakeliny. En ajoutant les campagnes médiatiques, les dépenses du candidat numéro 3 s'élèvent à plus de 3 milliards d'ariars. Le candidat numéro 13 a quant à lui dépensé près de 2 milliards d'ariars jusqu'à présent et le candidat numéro 11, 28 millions d'ariars. Transparency International Initiative Madagascar a souligné que d'énormes investissements inhabituels nécessitent encore une enquête approfondie. Il se pose également des questions concernant la source de ces financements. Tous les troubles qui se sont produits dans le pays depuis sont le résultat des décisions partisanes de la Haute Cour constitutionnelle. C'est ce qu'a affirmé l'analyste politique Serge Zafmaouf aujourd'hui. Selon lui, quelques magistrats ont pris conscience de la situation et désapprouvent les violations de la Constitution commises par la HCC. En général, si l'on se réfère à l'histoire, c'est souvent la HCC qui est à l'origine des troubles dans le pays. La HCC prend des décisions en faveur des dirigeants, mais n'a jamais protégé l'état de droit. Actuellement, l'un de leurs hauts conseillers a refusé de signer la dernière décision, bien qu'il ait signé les précédentes, qui étaient déjà anticonstitutionnelles. Cela semble être une forme de prise de conscience. À Madagascar, la HCC, la CENI et le Sénat n'ont plus d'intégrité juridique. La seule institution qui semble rester intègre, selon la Constitution, est l'Assemblée nationale. L'institution tombona zany sisa hoe raha araky ny lalam-pandroana jerevantsika dia nantemera pirenena. D'après cet analyste politique, seul un accord politique peut résoudre la crise actuelle et permettre la tenue d'une élection acceptée de tous. Tsika zany zao
Madagascar zany zao natsoina hoe république bananière. Madagascar se trouve dans ce que l'on qualifie de république bananière. Dans une telle république, le pouvoir est souvent exercé de manière autoritaire, ce qui génère des problèmes dans le pays. La HCC, le CENI et le gouvernement ont perdu toute crédibilité. Leur partialité est manifeste et les élections qu'ils organisent ne sont donc pas du tout fiables. Cela ne fera qu'aggraver la crise dans le pays. La seule solution dans une telle situation est un accord politique. Si les crises actuelles trouvent leur origine dans les violations de la loi, il est impératif que la HCC revienne à une stricte application de ce que la loi stipule pour résoudre les problèmes du pays, d'après les explications. Le VIH-Sida s'est propagé dans l'ensemble de Madagascar, touchant désormais des régions qui étaient auparavant épargnées selon le système communautaire d'alerte sur le VIH. Les populations LGBT, en particulier les hommes homosexuels, sont en première ligne des séropositifs, suivis des toxicomanes qui prennent des drogues par injection et des professionnels du sexe. Le système communautaire d'alerte sur le VIH exprime sa préoccupation quant aux fortes chances que le virus se propage à l'ensemble de la population si des mesures appropriées ne sont pas prises. De plus, le financement reçu par Madagascar du Fonds mondial pour lutter contre la propagation du VIH-Sida est en baisse. Les moyens de prévention sont insuffisants. Cela inclut les préservatifs, les seringues pour les toxicomanes. Les intrants de dépistage ne sont pas suffisants alors que c'est le plus important si on veut lutter contre le VIH-Sida. Les personnes touchées sont de plus en plus jeunes. Chacun doit prendre les mesures appropriées, en particulier ceux qui sont déjà séropositifs, afin de prévenir la propagation de ce virus, d'après les explications. Les pêcheurs de la région à Lochamangour et les marchands de poissons d'Ambatondrazak n'acceptent pas l'application de l'arrêté concernant la fermeture de la pêche. Plus de 20 jours après la fermeture prévue pour le 10 octobre dernier par la préfecture d'Ambatondrazak, ils continuent leurs activités et n'envisagent en aucune façon de s'arrêter de pêcher. Bien que cette situation mette en péril la reproduction des alevins, notamment des carpes et des tilapias, les pêcheurs invoquent leurs difficultés financières et refusent de considérer les impacts à moyen terme d'une prolongation des activités de pêche. Quoi qu'il arrive, nous nous opposerons à la fermeture de la pêche, qui n'apporte aucun avantage. Quand il n'y aura plus de poissons, on verra ce qu'on pourra faire. Le poisson est un produit de la nature. Nous avons convenu avec les pêcheurs que nous continuerons à vendre contre vents et marées. Ces 25 dernières années, au cours desquelles nous avons toléré la fermeture de la pêche, sont suffisantes. L'an dernier, nous nous sommes encore cachés pour pêcher pendant la fermeture. Nous avons fui quand on nous pourchassait, mais cette fois, nous ne fuirons pas, advienne que pourra. La pêche est fermée le 25 octobre d'après la loi. Nous sommes encore là aujourd'hui car les pêcheurs, les intermédiaires et les marchands se sont solidarisés et ont décidé de vendre. Comment pourrions-nous vivre sinon pendant les 2 mois de fermeture de la pêche? Nous avons faim, la vie est trop difficile. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore été inquiétés. Les personnes qui vivent de la pêche à Ambatondrazak s'insurgent par ailleurs contre les abus des forces de l'ordre qui leur extorquent de l'argent ou qui se saisissent du produit de leur pêche pendant la période de fermeture. Les forces de l'ordre nous taxent 35 000 ariars pour notre poisson. Elles se saisissent de nos carpes et de nos tilapias et nous demandent encore de l'argent. Nous sommes tristes, car c'est à peine si on a 5 000 ou 10 000 ariars de bénéfices sur ce poisson. Elles achètent des paniers vides pour les remplir de notre poisson. Dès que la pêche est fermée, les forces de l'ordre dansent. La fermeture de la pêche est une activité lucrative pour les forces de l'ordre. Nous n'acceptons plus la fermeture de la pêche, car nous ne pouvons pas nourrir nos enfants.
La fermeture de la pêche est pour les forces de l'ordre une occasion pour faire des abus et pour se procurer de l'argent facile. D'après les habitants, les pêcheurs, les revendeurs et les marchands se sont fédérés dans le but de s'opposer jusqu'au bout à cette fermeture. Sur ces images fournies par l'armée israélienne, des soldats s'enfoncent dans la bande de Gaza. Ils progressent le long d'une voie percée par des chars et des bulldozers blindés, au milieu de décombres de bâtiments détruits. L'armée israélienne affirme qu'au cours de la journée de lundi, 300 cibles ont été frappées, des postes de tir ou des complexes militaires situés dans des tunnels souterrains, une campagne aérienne pour dégager la voie au combat au sol. Nos soldats sont engagés dans des combats acharnés et rapprochés au cours desquels ils éliminent les terroristes. Ce type de combat met nos forces en danger, il est complexe et entraîne un lourd tribut, mais il est nécessaire pour atteindre les objectifs de la guerre. Le Hamas publie aussi ses propres images. Celles-ci auraient été tournées dimanche à Erez, au nord de la bande de Gaza. Les armes utilisées, mitrailleuses, missiles anti-chars, le mode opératoire, combattants qui surgissent de caches ou de tunnels, correspondent aux informations données par l'armée israélienne. L'armée qui faisait lundi mouvement en direction du principal axe routier qui relie le nord au sud de la bande de Gaza. L'objectif se dessine, isoler Gazaville en attaquant au nord-ouest, le long du littoral et au sud de la ville. Progressivement, l'armée va réduire l'espace dans lequel le Hamas peut opérer. L'armée va vouloir étouffer les combattants qui ne pourront plus s'échapper. Une stratégie de progression lente pour limiter les pertes qui a pour l'instant permis à l'armée israélienne de libérer une soldate et de faire plusieurs prisonniers du Hamas, mais qui s'accompagne donc d'un refus d'Israël de cesser le feu, même pour une pause humanitaire pourtant demandée par ses alliés afin de venir en aide à la population civile.